Lundi 20 octobre 2014, bienvenue dans ce tour de l'actualité. Je vous conduis tout de suite au Burkina Faso où se tient l'anniversaire, le 20e anniversaire donc, de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, y prend part. Le président qui donc est en terre burkinabé depuis hier à Ouattouré. L'Union économique et monétaire ouest-africaine célèbre ses 20 ans ce lundi 20 octobre à Ouagadougou. Le président de la République Alassane Ouattara est arrivé en fin de matinée ce dimanche 19 octobre dans la capitale du Faso pour prendre part à cette célébration. Il a été accueilli à l'aéroport international de Ouagadougou par son homologue burkinabé Blaise Compaoré avant de se prêter aux cérémonies protocolaires. Également à l'accueil, la commission de l'UEMOA, conduite par son président, Cheikh Agibou Soumaré. Les ambassadeurs accrédités au Burkina Faso et la communauté ivoirienne du Faso. Le chef de l'État s'est dit heureux de participer au 20e anniversaire de l'UEMOA. Anniversaire qui, selon le président burkinabé, Blaise Compaoré, évoque des souvenirs. 20 ans, c'est pour nous le souvenir aussi de la dévaluation. Car il faut se souvenir que c'est en même temps que l'acte de dévaluation a été posé, que cette union avait été créée, justement parce qu'il n'était plus dans l'intérêt de nos États d'avoir une monnaie commune sans une intégration économique forte. Car seule une économie forte peut soutenir une monnaie. Le président de la République Alassane Ouattara a pour sa part indiqué que l'Union économique et monétaire ouest-africaine est un modèle d'intégration. C'est un modèle d'intégration et nous considérons que ça a été un pas important il y a 20 ans de passer de l'Union monétaire simplement à l'Union économique et monétaire. Et pour nous pensons qu'il faut maintenant commencer à réfléchir à aller plus loin, puisque les États ont fait des progrès importants en ce qui concerne l'adoption des réglementations communes par rapport aux questions économiques. Et bien évidemment, il y a encore un certain nombre de points sur lesquels nous devons travailler, mais l'objectif doit être d'élargir notre union et aussi d'aller plus loin en ce qui concerne l'intégration. Ceci est important pour la sous-région. Notre union a près de 110 millions d'habitants. C'est bon, mais ce n'est pas assez, à mon sens. Et maintenant, dans le monde, ce sont les grands ensembles qui ont de l'influence. Et notre vœu serait que, donc, avec cette commémoration, nous puissions tourner effectivement une nouvelle page pour aller encore plus loin dans l'intégration de notre union. Créée en 1994, l'UEMOA regroupe 8 pays d'Afrique de l'Ouest ayant en partage le franc CFA. Il s'agit du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée-Bissau, du Mali, du Niger, du Sénégal et du Togo. Retour en Côte d'Ivoire, direction d'Aloa, pour en savoir plus sur ce projet de planting d'arbres lancé récemment par le ministre des Eaux et Forêts. Projet dénommé Une école, 5 hectares de forêt. Il s'agit notamment d'impliquer les tout-petits dans la protection du couvert forestier. Éric Goré, Serge Gongomin. Ce projet est inclus dans le vaste programme de reboisement entrepris par les autorités ivoiriennes. Chaque année, ce sont entre 150 000 et 200 000 hectares de forêt qui disparaissent. Après Mans, Gagnoa, Boaké, Abidjan, Bonoukou, Korogo, Dimbokoro et Soubré, le village de Bribouo dans le département de Daloa accueille le projet Une école, 5 hectares de forêt. Un projet qui vise 1200 établissements scolaires qui devront reboiser 5 hectares de forêt sur une période de 5 ans. C'est une façon pour nous d'inculquer le savoir-faire aux enfants, parce que nous savons que les enfants sont la pépinière de la Côte d'Ivoire et déjà à leur bas âge, leur inculquer ces notions, c'est gérer durablement la forêt. Le représentant du ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique a dit l'intérêt du ministère d'être associé à ce projet. Le ministre des Eaux et Forêts, Babo Daré, tout en se réjouissant de l'implication du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, entend poursuivre la sensibilisation contre la déforestation. La forêt est détruite par la faute de l'homme uniquement. Il n'y a pas d'autre raison. Donc c'est pour cela que je suis optimiste. Et si les hommes sont corrects, si tout le monde est sensibilisé sur
l'importance de la forêt dans notre vie de tous les jours, la forêt ivoirienne va revenir. Ce que je peux dire à tous les Ivoiriens, c'est de ne pas d'abord détruire la forêt. De ne même pas couper l'arbre qui est chez eux à la maison, sans raison fondamentale. À ce jour, plus de 60 établissements scolaires ont réussi à reboiser 112 hectares de forêt. 16 ans qu'il a été rappelé à Dieu, Jenny Kobinan-Georges, fondateur du Rassemblement des Républicains, décédé le 19 octobre 1998, demeure présent dans l'esprit des siens. Hier, sa famille politique, aux côtés de sa famille biologique, lui a rendu hommage. Souvenir, recueillement, intersection et prière ce dimanche matin au cimetière municipal de Williamsville. Ici, repose depuis le 19 octobre 1998 Jenny Kobinan-Georges, fondateur et ancien secrétaire général du Rassemblement des Républicains. En ce jour anniversaire de sa disparition, son épouse et ses 3 enfants, ainsi que les membres de sa famille politique, le RDR, se sont inclinés sur sa tombe. Tous ont prié dans le caveau et y ont déposé une gerbe de fleurs. Ils étaient côte à côte, les enfants du défunt, Franck, Patricia, Isabelle et leur mère Jacqueline. Avec eux, Gilbert Kafana Kone, Jeanne Pémon, Konaté Sidiki et Mafirima Diarasuba qui ont rendu un hommage à l'illustre disparu. Aujourd'hui, chaque Ivoirien sait que Jenny avait raison. Il a eu raison trop tôt. Le RDR ne l'oubliera jamais. Il était fondamental pour nous de venir nous recueillir sur la tombe du fondateur du RDR. Et donc nous joindre à toute la famille républicaine pour souhaiter que le Seigneur l'accueille dans son royaume. L'hommage a été rendu, l'hommage sera rendu. Paix sur lui, paix sur sa famille et sur l'ensemble des combattants. 16 ans après sa disparition, sa famille s'en souvient. Le temps a passé, mais son souvenir nous reste toujours vivace dans notre cœur. 16 ans déjà, c'est comme s'il était parti hier seulement. Papa, on ne t'oubliera jamais. Après le cimetière municipal de Williamsville, la délégation du RD a mis le cap sur l'église Saint-Jean de Cocody pour une messe d'action de grâce. Pour la commémoration du 16e anniversaire de la disparition de Jenny Kobinan, d'autres cérémonies d'hommage sont prévues pour se tenir dans les communes du district d'Abidjan. Hommage aux femmes du Tchologo, ces actrices de développement ont été appelées lors d'une cérémonie à continuer d'œuvrer pour le bien-être des Ivoiriens. Les détails avec Kader Sogodougou. La région du Tchologo célèbre une double cérémonie, la Journée mondiale de la femme rurale et l'année internationale de l'agriculture familiale, AIAF 2014. Thème: une agriculture familiale durable et performante pour une autonomisation de la femme rurale. Une double fête au cœur des journées de l'administration agricole délocalisée, JAAD 2014. Présent à Fekese-Dougou, le ministre de l'Agriculture, Mamadou Koulibaly Sangafowa, a salué le rôle déterminant de la femme rurale en faveur de l'agriculture familiale. Dans le cadre des journées de l'administration agricole délocalisée, à l'étape de Fekese-Dougou, nous voulons magnifier la femme rurale. Entre l'agriculture et la femme, c'est ton pied, mon pied. Parce que 80% des productions de notre pays sont faites par les braves femmes. Toutes les organisations professionnelles agricoles du Tchologo ont reçu des dons composés d'intrants, de matériel agricole et de kits scolaires, dont évalués à plus de 100 millions de francs CFA. À cette même occasion, le ministre de l'Agriculture, avec le soutien de l'Union européenne, a offert 6 tracteurs d'un montant de 250 millions de francs CFA aux planteurs de canne villageoises de Fekese-Dougou. Les bénéficiaires saluent les efforts du gouvernement en faveur du monde rural. Pour les femmes du monde rural, le Conseil Café Cacao entend apporter son aide. Le Conseil du Café Cacao est en train de travailler à un fonds pour financer les activités des femmes, pour leur permettre d'avoir des activités génératrices de revenus. La Journée mondiale de la femme rurale et l'année internationale de l'agriculture familiale, AIAF 2014, dans le Tchologo, étaient placées sous le parrainage du président de l'Assemblée nationale, Soro Kibafoury Guillaume, représenté par son vice-président, le ministre Aka Aoulé.
Venons à présent à la célébration du centenaire du Nigeria unifié. La diaspora nigériane en Côte d'Ivoire a célébré l'événement dimanche 21 septembre dernier. C'était au musée des civilisations au plateau. Retour donc sur l'ambiance qui a prévalu ce jour avec Abou Sanogo. Recueillement et joie ont marqué cette cérémonie commémorative de l'unification des protectorats nord et sud du Nigeria. À cette occasion, les ressortissants de ce pays ont été invités à renforcer leur union pour un Nigeria plus fort. L'hospitalité légendaire du peuple ivoirien a été saluée à l'entame de la manifestation par un fredonnement de l'hymne du Nigeria et de l'Abidjanaise. Occasion pour l'ambassadrice de l'État fédéral du Nigeria en Côte d'Ivoire d'appeler ses compatriotes à la loyauté envers les institutions ivoiriennes. Nous sommes issus d'un grand pays et il faut respecter les lois ici. Il faut vivre en harmonie avec nos hôtes ivoiriens. Et je profite de cette occasion pour remercier le gouvernement et le peuple ivoirien pour l'hospitalité qu'ils ont réservée pour nous les Nigériens. L'essentiel de la manifestation a été constitué d'interventions avec en prime l'histoire du Nigeria avant 1914 et les 46 années de fusion sous protectorat britannique. Les résultats de l'union entre les trois peuples, Yoruba, Hausa et Igbo. L'avenir du Nigeria au sein du G20 a été évoqué pour exhorter les fils de la diaspora à plus de solidarité. Pour les témoins participants à cette fête, cet événement revêt un caractère spécial. Le président Alassane Ouattara, qui est là actuellement, fait beaucoup de choses pour les Africains dans ce pays. Vous savez, l'intégration africaine est devenue la réalité aussi. Donc nous devons saisir aussi l'opportunité de ça. Surtout les liens qui se trouvent entre le président du Nigeria et celui de la Côte d'Ivoire actuellement. Dégustation des mets nigériens, présentation de tenues traditionnelles et démonstration de danse ont bouclé cette manifestation dont la célébration officielle s'est tenue le jeudi 27 juillet dernier à Abuja. Et les chrétiens aristes de Côte d'Ivoire étaient eux réunis pour célébrer plutôt la fête de la croix, occasion de parler de paix et d'union. Serge Colère. La fête de la croix, qui marque la 42e édition de l'implantation de la croix en Côte d'Ivoire, a été célébrée au temple La Samarie de Benoît. Les fidèles de l'église des 12 apôtres sont venus de toute la Côte d'Ivoire, répondant ainsi à l'appel du prophète suprême Isaac Kakoudeni. La fête de la croix, a indiqué le prophète suprême, est un moment de souvenir pour le chrétien qui doit avoir à l'esprit que le Christ a fait le sacrifice de sa vie pour sauver l'humanité. À l'église des 12 apôtres, la fête de la croix doit marquer la reconnaissance des chrétiens à Dieu. Cette célébration, qui s'est articulée autour de plusieurs activités, a été ponctuée par une messe d'action de grâce. Le prophète suprême Isaac Kakoudeni a appelé les fidèles au sacrifice en suivant les enseignements du Christ afin que son œuvre ne soit pas vaine. L'église des 12 apôtres a été fondée en 1968 par la prophétesse Gretane après avoir été elle-même baptisée par le prophète Harris. L'église des 12 apôtres va rendre hommage en décembre 2014 au prophète William Ward Harris pour ses 100 ans de mission apostolique. Hors de chez nous, l'actualité est marquée en Irak par des violences et les femmes ne sont pas du tout épargnées par les djihadistes de l'État islamique. Ces femmes ont vécu un calvaire. Elles ont été enlevées par les membres de l'État islamique. Ce sont des rescapés. Les djihadistes persécutent la minorité yazidi qui vit dans le nord de l'Irak. Ils réduisent les femmes en esclavage et isolent les enfants. Quand les membres de l'État islamique sont arrivés, ils ont encerclé les maisons. Ils ont séparé les hommes, les femmes et les petites filles. Ils ont ordonné aux hommes de se convertir à l'islam, mais ils ont refusé. Ils ont mis les filles dans des voitures et sont partis avec. Ils nous ont battus pour que l'on se soumette à eux. On a tout fait pour qu'ils n'abusent pas de nous. L'organisation de l'État islamique assume. Le groupe terroriste fait l'apologie de l'esclavage dans sa revue publiée en anglais. Les femmes et les enfants yazidis sont donnés comme butin de guerre aux combattants. Plusieurs centaines de yazidis sont toujours entre les mains des djihadistes. Des crimes contre l'humanité pour l'ONU. Au total, plus de 500 000 yazidis ont fui les attaques des djihadistes dans le nord de l'Irak depuis le mois de juin.
Et on continue notre tour de l'actualité hors de chez nous, à commencer par Hong Kong. Hong Kong qui a connu une autre nuit de violence, au moins 20 manifestants pro-démocratie blessés. Nouvelle nuit de violence à Hong Kong. Les policiers ont essayé de déloger les manifestants pro-démocratie dans le quartier de Mong Kok. Une vingtaine d'étudiants ont été blessés et plusieurs personnes interpellées. Après cette 4e nuit consécutive de violence, les manifestants bloquent toujours plusieurs rues de Hong Kong. Le gouvernement va rencontrer mardi les leaders de la protestation. C'est un nouveau bras de fer politique qui s'annonce en Ukraine. Les séparatistes pro-russes de l'Est du pays refusent de participer aux élections législatives de Kiev du 26 octobre prochain. Ils vont organiser leurs propres élections législatives et présidentielles le 2 novembre. La campagne est lancée. Le président ukrainien Petro Poroshenko a prévenu que ni lui ni ses alliés européens reconnaîtront les résultats de cette consultation. Au Pakistan, cette marée humaine acclame Bilawal Bhutto Zardari, le fils de l'ancienne première ministre assassinée, Benazir Bhutto. Le jeune homme de 26 ans se lance en politique. Il a annoncé devant plus de 100 000 personnes qu'il veut renouveler le parti politique de sa mère. Le parti du peuple pakistanais a perdu de l'influence depuis sa défaite aux élections de 2013, mais reste la deuxième force du pays. Les opérations de sauvetage continuent au Népal, où une tempête de neige a surpris mardi des randonneurs sur les pentes de l'Himalaya. Le bilan de la catastrophe s'alourdit. Au total, 43 personnes ont trouvé la mort. Plusieurs dizaines de randonneurs sont toujours portés disparus. Cette vidéo amateur prise par un rescapé montre un groupe de touristes affronter la neige et les violentes bourrasques de vent. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition, mais l'actualité continue sur RTI 1.